Donc ici on est en présence du canon de 75, donc le 75 qui est un canon très moderne, 75 pour 75 mm, une invention purement française qui a commencé à apparaître dans les unités à partir de 1897. Donc à l'origine en fait le canon de 75 est particulièrement connu pour l'affaire Dreyfus, polytechnicien et artilleur qu'on avait accusé d'avoir vendu les plans à l'ennemi, donc aux Allemands, chose qui visiblement était fausse puisqu'il a été réhabilité. Donc pourquoi en fait c'était si sensible? Nous sommes à la charnière entre le remplacement des canons à poudre noire et l'arrivée maintenant de cette nouvelle poudre dite sans fumée inventée par Poldiev en 1884 qui permettait d'avoir des obus capables de tirer des distances beaucoup plus importantes, mais surtout le canon 75 offrait l'avantage d'être fixe, c'est-à-dire de ne pas avoir à le régler entre chaque tir. Tout vient effectivement de cette invention sensible qui est un système oléopneumatique composé d'une chambre d'azote et d'une chambre d'huile. L'azote va se comprimer quand le canon va reculer et la chambre d'huile va permettre effectivement de faire revenir le canon quand l'azote va se décomprimer pour revenir à sa position initiale. Donc le canon 75 avait cette particularité de pouvoir manger un nombre d'obus conséquent et donc de pouvoir atteindre en temps de guerre des cadences de 10 à 15 coups minutes. Mais le record est tenu au Mont-Valérien avant-guerre par une équipe fortement entraînée, à savoir 28 coups en 1 minute. Bien sûr, il n'y avait pas de re-réglage entre chaque coup. Bien sûr, le but était de faire manger un coup d'obus important et donc de battre ce fameux record qui a été battu bien plus tard, mais le canon 75 l'a quand même gardé très longtemps. Donc apparu en 1897, très largement utilisé forcément pendant la Première Guerre mondiale. C'est lui notamment qui nous a fait gagner les 2 batailles de la Marne. On l'appelait notre glorieux 75, on le trouvait à l'effigie de cartes postales, on le trouvait sur des cartes de bonne année. Avec le 75, les fantassins se trouvaient rassurés. On était capable de leur proposer une couverture d'artillerie efficace. Ici, sur le chemin des Dames, par exemple, on a voulu que le 75 avance ses tirs pendant que l'infanterie avançait. Donc on faisait des parallèles. L'avantage, c'est qu'il était censé détruire les positions allemandes et par ces trous d'obus proposer une protection aux fantassins. Bon, ça c'était de la théorie. La pratique veut que les Allemands étant tellement bien enterrés, la préparation de l'artillerie n'a pas été franchement très efficace. Mais le 75 n'a pas arrêté sa vie pendant la Première Guerre mondiale, il l'a poursuivi encore après. Il a été monté sur des camions en artillérien, on lui a remplacé ses roues en bois par des roues pneumatiques et il a pris l'appellation modèle 1935 et il a fait toute la Seconde Guerre mondiale et il a encore servi encore après pendant quelques années, mais les conflits coloniaux étaient moins adaptés à l'usage de ce canon et c'est ce qu'il a fait qu'il en a été déprécié. Mais sa carrière fut longue, 1897 jusqu'à pratiquement dans les années 50, ce qui fait quand même pour une arme d'artillerie une longévité assez exceptionnelle. Et les impacts? Alors la capacité donc de ce canon, on l'a parlé tout à l'heure, donc des obus explosifs et percutants, donc les obus fusants pour des shrapnels. L'impact, je ne sais pas trop vous dire, mais ça fait quand même un entonnoir qui fait facilement 5 à 10 mètres de large, suivant le type de terrain. Plus le terrain va être meuble et que l'obus va pouvoir s'enfoncer dans le sol et lever de la terre, voilà. Mais la portée est surtout intéressante, 7 km. 7 km pour une pièce d'artillerie, c'est quand même pas mal. Alors c'est 7 km en tir pratique, ça veut dire que c'est la distance à laquelle on est certain que l'obus va atteindre son objectif et exploser. Mais la portée théorique, c'est-à-dire là où en gros un obus perdu va pouvoir aller, c'est 12 km. Mais 12 km, l'obus va arriver à l'horizontale et il y a peu de chances qu'effectivement on rencontre un objectif et il en explose. Donc en fait, ce qui est le but quand même pour pouvoir jouer sur les distances, c'est de jouer sur l'élévation du canon. Plus il va tirer haut, plus il va tirer proche, puisque l'obus va redescendre comme ça. Donc plus on va vouloir tirer loin, plus il va falloir ramener l'obus comme ça. Et du coup là, après, on est dans la limite effectivement de la capacité pour des obus percutants. On va utiliser plutôt des obus fusants qui vont disperser des billes ou du gaz. Et face aux canons allemands de grande taille, il y avait des canons français aussi adaptés? Alors on avait des canons, bien sûr, le 75 et n'est pas le plus petit calibre, on a eu des calibres beaucoup plus petits, on a eu des calibres de 37, on a eu des canons de 155, des canons de 280 et des canons beaucoup plus gros, sauf que là on n'est plus dans l'artillerie légère, là ici on est ce qu'on appelle dans l'artillerie de campagne, c'est envoyer mes chiffres, 42, 42e RAC, régiment d'artillerie de campagne qui était stationné à Fères. À la différence des artilleries lourdes, là on demandait des trains d'équipage beaucoup plus importants parce que les canons avaient un poids allant jusqu'à 6, 7, 8 tonnes. Donc là une capacité beaucoup plus longue. Par contre on n'est plus dans l'artillerie de campagne, c'est-à-dire avec une capacité de mobilité et de déplacement rapide. On est plutôt sur des batteries qui sont positionnées, enterrées et elles ne bougent pas. Et elles vont tirer ou pilonner des positions bien en arrière des troupes.
Le 75 va plutôt aller en avant des troupes, en support de l'infanterie. Les affûts bétonnés. Oui, voilà. Alors par contre, ça c'est plutôt les Allemands qui l'ont fait, parce qu'il faut quand même pas Coucy, oublier. le château par exemple, Voilà. l'artillerie de marine. Oui. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que les Allemands, ils ont pris la place ici sur le chemin des Dames en septembre 14. Ils ont été délogés qu'en octobre 17. Ils ont largement eu le temps de s'enterrer, de mettre des positions fixes. Ils étaient là pour rester. Nous, on était là pour prendre de la place. D'ailleurs, on voit même dans la culture même des tranchées. Les tranchées françaises sont plutôt faites à la vite. Le but, c'est d'avancer. Les Allemands, les bétonnaient. Nous, on ne faisait pas ça. Et actuellement, qu'est-ce que c'est comme canon? Les canons de campagne utilisés actuellement sont du même calibre? Dans l'armée française? Oui. Non, le 75 n'est plus utilisé. Alors maintenant, l'artillerie, on va dire, est plutôt automoteur, c'est-à-dire on prend les AUF1 ou AUF2, ce sont des gros canons de 155 montés sur des châssis à roues, ou maintenant sur des camions pour le système Atlas. Après, en fait, en gros, on va utiliser plutôt la cavalerie avec des canons comme le Charles Leclerc avec des canons de 120 ou des choses comme ça. On a aussi des véhicules à roues avec des canons de 90, mais l'artillerie maintenant c'est quasiment plus que des AUF. On n'a plus vraiment de gros canons qu'on traîne derrière les camions ou les véhicules, parce que ça demande une contrainte forte. L'avantage d'un automoteur, c'est que une fois le tir terminé, il s'en va tout de suite. Quand il faut raccrocher derrière des véhicules, ça demande des bras, ça demande un empattement, ça demande un poids conséquent, c'est plus la même, on n'est plus dans les mêmes registres. Bonjour, l'artillerie, elle veut être mobile. Tape, ça percute, ça explose tout de suite. C'est du brisant pour détruire. On a un deuxième type qui est un fusant. Et c'est là où on utilise ces types de fusées là, qui ont une tête un peu particulière. Je vais expliquer pourquoi. Vous en avez en coupe ici. Vous connaissez ça? On trouve partout des petites billes de plomb partout là dans les champs. Ça s'appelle les shrapnels. Cette shrapnel, ça n'est ni plus ni moins que de faire pleuvoir des sous-munitions. Mais le problème c'est que si vous voulez faire pleuvoir des billes comme ça, et que l'obus se plante dans le sol, bah, les billes elles partent dans le sol, ça ne sert à rien. On veut les faire exploser avant les troupes et leur faire pleuvoir une mitraille. Comment ça marche? On règle, grâce à ça, je vous explique tout de suite après comment ça marche, on règle la distance à laquelle on veut qu'il explose. Arrivé à cette distance, l'obus, le percuteur va faire péter le détonateur qui va transmettre une flamme dans ce compartiment d'explosifs, qui va pousser le plateau, va faire sortir les billes en faisant arracher le filetage ici. Et là vous avez un canon comme de la chevrotine, les billes qui part vers l'avant. Il faut que ce soit précis. Si les troupes sont stationnées là, il faut que l'obus il explose ici. S'il explose là, les billes partent trop loin. C'est pas bon. S'il faut trop, c'est pas bon non plus. Alors comment on peut faire fonctionner mécaniquement, très simplement, sans horloge, une fusée pour qu'elle explose à un temps donné? Et voilà, c'est une forme de minuteur mais pyrotechnique. Alors ici vous en avez une tête mais qui vient d'un plus gros morceau, qui est c'est plus facile à voir. Vous voyez, il y a une espèce de spirale qui existe ici. Ça c'est une mèche. Sur la spirale, on trouve des chiffres. Ces chiffres correspondent à un temps en secondes. Donc, par exemple celle-ci, quoi qu'il arrive, au bout de 24 secondes, la mèche est consumée et ça explose. Donc au départ du coup, par l'inertie, le petit ressort et la pointe qui est ici vient percuter une amorce qui est ici. Cette amorce met feu à une poudre noire en général, qui va communiquer une flamme à une mèche qui va se consumer le long de ce serpentin. Les trous qui sont ici sont des trous des vents pour laisser évacuer les gaz. Si j'ai pas coupé ma mèche, je l'ai pas raccourci, qu'est-ce qui va se passer? Arrive au bout, il y a un trou, elle communique dans cet espace, mais feu au détonateur. Si je veux que ça claque plus tôt, grâce au débouchoir, j'ai une distance en mètres, j'ai un petit détrompeur qui est ici pour que le but soit toujours bien placé. Et quand je suis à la bonne distance, je viens appuyer là-dessus. Là, j'ai un couteau qui rentre. Vous voyez, il y a un trou ici qui est plus carré que les autres. Ce couteau va rentrer, va venir percer cette paroi en plomb. D'accord? La mèche, quand elle arrive là, à chemin plus court, elle rentre directement et ça claque. Ça demande quand même un certain nombre de calculs, parce que là, on va vous demander de tirer sur un objectif qui est maximum à 7 km, hein, que je ne vois pas. Donc la portée théorique, c'est-à-dire la capacité de tir du canon, c'est 12 km, mais la portée pratique, c'est-à-dire celle où on ne va pas au-delà de 7. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est pour qu'un obus explose, il faut qu'il arrive sur son objectif. Comme les objectifs sont au sol, il faut qu'il fasse un tir courbe. D'accord? Donc en gros, la distance est maximum 7 km. Si je fais un tir droit, pour éventuellement du shrapnel, le problème c'est qu'il va descendre, il va arriver à plat. Donc en général, il n'y aura plus une vitesse suffisante non plus. Donc c'est 7 km. Et en gros, un obus perdu, c'est 12 bornes. Vraiment, on tire droit. Pour information, le bout de la route qui est là-bas, là, on est à peine à 2 bornes. Alors, imaginez, vous en rajoutez encore 5 de plus. Autant dire, on tire sur des objectifs qu'on ne voit pas. Donc,
tout se fait par calcul, sur règle de calcul, tout se fait sur des ordres reçus. Je vais vous donner un petit exemple, on est sur le chemin des dames, pour l'assaut du chemin des dames en avril, on avait décidé que les troupes avanceraient en même temps que les tirs d'artillerie. C'est-à-dire en gros on tire, on font des trous, les fantassins descendent dans les trous, on avance et ils avancent. Il faut bien coordonner quand même, hein, parce qu'eux ils sont loin derrière et les fantassins ils sont loin devant. Et ça pleut au-dessus de la tête. Bon, bah, des cas où on tire trop court, ça arrive. Trop loin, c'est pas grave, on est sur l'événement. Trop court, c'est pas bon non plus. Donc du coup, c'est pour ça que l'artillerie, d'ailleurs, juste petite parenthèse, je vous ai parlé tout à l'heure du capitaine Dreyfus, qui était un polytechnicien. Il y a des gens qui sont adeptes là, du défilé du 14 juillet, non? Bon, si vous regardez à l'occasion, vous verrez Polytechnique qui défile chaque année. Bah, ils ont les mêmes pantalons que Hervé, parce que ce pantalon-là était ce qu'on appelle les armes savantes. Le génie, l'artillerie l'avait. Et c'est pour ça qu'énormément de polytechniciens, dont Dreyfus, allaient à l'artillerie. Ça demandait une connaissance assez conséquente en mathématiques, en tout ce qu'on voulait, balistique y compris. Et donc c'était en général les artilleurs, ils étaient choisis pour ceux qui étaient au réglage, j'entends, ceux qui étaient munitionnaires. Et vous comprendrez que quand on est là, on ne bouge pas les oreilles. D'où l'expression sourd comme un artilleur, ça s'explique. D'ailleurs, vous voyez, j'ai un signe d'artillerie. Donc voilà, donc l'intérêt de ce canon, pour terminer sur cette capacité moderne, c'est qu'un, il est léger, on peut l'amener vite, on peut le rembarquer vite, il peut tirer un bon nombre de coups, 10 à 15 par minute, vous mettez 4 batteries, c'est terriblement efficace. La capacité d'emport des munitions, c'est 86 obus, en caisson, plus 2 x 30 dans les... 136, pardon, plus 2 x 30 dans les avant-trains. Voilà, donc plusieurs types, hein, soit que des percutants, soit que des fusils. Et donc voilà, donc c'était vraiment très très bien rodé. Voilà. Il y en a une fabriquée pas mal. Alors le canon 75 a été très très largement fabriqué parce que il est quand même assez facile de transport, facilement déplaçable. Il demande un certain entretien quand même important à cause de son système oléopneumatique. Il a tendance effectivement, par exemple si vous avez une fuite au niveau soit de l'huile, soit au niveau de l'azote, ça peut être très dangereux. Et d'ailleurs, cette capacité de fuite était utilisée pour détruire le canon. Alors dans les films, on vous dira je mets une grenade dans le canon, vous lui ferez pas grand mal. Hein. Vous savez, une petite munition de 9 mm, c'est 1700 barres à l'intérieur. Là-dedans, on est aux alentours de 3 000 à 4 000 barres à peu près dans le canon. Donc une grenade, c'est pas grand-chose. Donc par exemple, si le canon, on ne voulait pas qu'il soit pris à l'ennemi, pour le détruire le plus facilement possible, à l'avant il y a une grosse vis, on enlève la vis, ce qui se passe c'est que l'azote s'échappe, plus de capacité d'arrêt du canon, vous faites feu, le canon va partir à pleine balle, va tout arracher et vous le retrouverez 3 mètres derrière planté dans le sol. Il est absolument inutilisable, il a tout arraché, donc le canon est détruit. Par contre c'était des canons qui étaient dépannés aussi sur le terrain. En général par exemple l'affût, il y avait un canon qui arrivait réparé ou remis en état. Les gars ils emmenaient un madrier, ils enlevaient 2-3 goupilles parce qu'ils tirent uniquement par des goupilles. Hein. Hop, ils levaient le tube, ils enlevaient le tube et en mettaient un tube, ceux qui repartaient en réparation et ça repartait. Donc le système aussi, quand on ouvre la culasse, la douille s'éjecte automatiquement. Voilà. Par contre les douilles ne sont pas réutilisables. Elles repartent à l'arrière pour être refondues. Parce que bon bien sûr la douille elle gonfle, c'est aussi un principe d'étanchéité. Et donc elle va gonfler par rapport à l'usure de la chambre. Donc une douille que vous sortez par exemple d'un canon, si vous essayez de la rentrer dans un deuxième, il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas. Enfin pour terminer sur les munitions, vous voyez qu'un obus est fait en acier. Pourquoi on a utilisé autant de femmes qu'on va dire à l'arrière pour faire des munitions? C'est qu'un obus, vous voyez les traits là, c'est de l'usinage. Ce n'est pas des pièces de fonderie, c'est extrêmement précis. Si l'obus a un diamètre trop important, il y a des chances qu'il se coince. S'il a un diamètre trop faible, il y a des chances qu'il se balade comme ça à l'intérieur. Et donc du coup, il va sortir, il ne sera pas précis. Ce qu'on lui demande, c'est de prendre une rotation. Pour faire cette rotation, il faut qu'il prenne l'empreinte des rayures qui sont dans le canon. Acier contre acier, ça ne fait pas bon ménage. Donc en fait, en gros, les rayures vont être très proches du canon, mais ne vont pas le toucher. Ce qui va être en contact avec les rayures, c'est cette bague en cuivre qui, elle, par l'inertie, en fait en sortie de chambre vous avez un cône, ce cône en fait va forcer ça à rentrer dans les rayures et quand il va rentrer dans les rayures il va prendre cette empreinte. Donc par exemple ici vous voyez que l'airbag elle est complètement lisse parce que cet obus n'a jamais été tiré. Un obus qui a été tiré, vous avez par exemple celui-ci,
vous voyez que là on retrouve des rayures. Et ça, chacune de ces rayures-là, c'est une empreinte de rayure du canon. Vous voyez d'ailleurs que les rayures, elles tournent dans un sens, comme si on usinait. Parce qu'il va prendre, c'est le principe d'hélicoïdal. Le principe du ballon de rugby, hein, s'il ne tournait pas, l'obus, il aurait tendance à se retourner. Ce qu'on lui demande, c'est d'avoir une trajectoire très rectiligne. Et donc un obus que vous trouvez avec une bague lisse, enfin rayée, un obus tiré. Alors maintenant, pour terminer sur la dangerosité des munitions. Je l'ai arrêté. Question, l'usure du canon intérieur. Alors ça va dépendre de plusieurs choses. Ça va dépendre d'une part de son taux d'utilisation. Plus on va le faire tirer, plus il va chauffer, plus il va avoir tendance à se dilater et refroidir rapidement, donc il va s'user. Ça peut venir aussi, c'est arrivé à une mauvaise qualité des munitions. Mais en général, je ne connais pas le nombre de coups, mais c'est plusieurs milliers. Ah quand même. C'est plusieurs milliers. Oui, je vais le voir. Enfin, donc pour terminer sur la dangerosité des munitions, alors je vous ai parlé tout à l'heure des shrapnels, mais il y a les mêmes modèles qui existent. Vous enlevez les billes, vous mettez une fiole en verre, vous mettez dedans du chlore ou vous mettez du gaz moutarde et vous avez un obus à gaz. Ça marche pareil. D'accord ? Lui, ce qu'on lui demande, c'est d'exploser et de disperser des gaz. Donc deux types de gaz qu'on utilise, les incapacitants et les neurotransmetteurs, enfin les vésicants, ce qu'on appelle. Les incapacitants, c'est souvent du chlore qu'on utilise dedans, donc il faut suffoquer, les yeux pleuraient, c'est ni plus ni moins qu'un gros gaz lacrymogène, et qui à haute dose était assez mortel. Et les incapacitants étaient plutôt les gaz moutardes qui eux... La dangerosité, ça, si vous le trouvez au sol et qu'il n'a pas pété, c'est que par contre la mèche a grande chance qu'elle n'ait pas marché. D'accord ? Il y a des doubles modèles, où il tape aussi, on pouvait l'utiliser pour percuter. Mais un comme ça, lui il est censé taper pour exploser. Alors il faut quand même que la résistance pour l'impact soit importante, parce que si elle est trop faible, avec l'inertie au départ du coup, ça vous pète dans le tube. Et si c'est trop dur, il va falloir, à part taper dans du béton, vous n'y arriverez pas. Donc c'est quand même fait pour résister sur du sol. Il y en a qui font du potager. Quand on bêche beaucoup, qu'est-ce qui se passe? La terre est meuble, vous prenez un fer à béton, un fer pour enfoncer tout seul. Imagine vous faites pleuvoir 300-400 obus au mètre carré, la terre elle est tellement aérée que l'obus il rentre et il se passe rien. Et la plupart des obus non explosés, c'est ce qui leur est arrivé. C'est rarement des défauts, c'est tellement basique que ça marche. Ensuite, une tête d'obus, c'est que du laiton. Ça n'a aucune raison. Ça n'a aucune raison de pourrir, c'est totalement étanche, et donc ça vivra et ça restera en point d'état pendant des siècles. Donc un obus qui n'est pas explosé, c'est qu'en général, il attend juste qu'on lui tape sur la tête pour y arriver. Donc quand on voit un obus, on n'y touche pas, on appelle soit la mairie, soit les autorités compétentes, qui ont l'habitude, ils en ramassent des centaines par mois, et ils viendront les chercher, ils font ce qu'ils veulent. Surtout qu'on ne sait plus maintenant, on sait reconnaître si c'est un obus à gaz ou un obus explosif, c'est à la forme de l'obus. En général, les obus explosifs ont une forme très... comme celui-ci, ça c'était un obus à gaz à la base. Il est très saillant en fait. Eh bien merci bien. Et je vous en prie. Et puis après, pour d'autres questions... Et le canon allemand? Alors c'est le 77, égalé, enfin copié mais pas égalé. Ouais, c'est ce que je... Le 77, ils avaient en fait, c'était un canon qui était efficace pour le tir de munitions explosives. Par contre, ils n'avaient pas ce système-là de débouchoir, ils avaient une clé pour les régler, et ça restait très imprécis. Par contre, ils en faisaient pleuvoir beaucoup et ça finissait par être efficace. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Très intéressant. Question que je vais te poser. Oui. Moi, ce qui m'importe, c'est les réglages de distance. Ouais. Comment, bon, ça, je pense que c'est à l'école d'artillerie qu'on apprend à régler une distance. Parce que, par exemple, tu as des troupes, les canons sont à cette distance-là. Quand tu fais cap, parce qu'elle peut grogner. Parce qu'il y a un autre chien qu'elle peut jouer. Mais elle ne va pas mordre. Ça va dépendre. Est-ce qu'il y a des observateurs d'artillerie? Alors il y a toujours des observateurs. En général, on tire rarement à l'aveugle. Et en général, d'ailleurs, les tirs sont souvent commandés. Ça veut dire qu'on leur dit, voilà, vous allez tirer à telle heure sur tel objectif. Maintenant, aujourd'hui, on a des observateurs, mais il faudrait ramener l'information jusque-là. Et le temps qu'elle arrive, elle est peut-être plus viable. Il y a deux choses qui vont jouer, c'est-à-dire c'est la charge en poudre et le poids du projectile. D'accord ? Et ce qu'on veut y faire. Donc en fonction du vallonnage, les effets de sol peuvent jouer aussi, la chaleur du sol peut jouer. Si on veut tirer à une distance, comme on ne peut pas changer
ni le poids du projectile, ni la quantité de poudre, il va falloir jouer sur son élévation. Donc là, il y a des abacs, on n'a pas ramené là du temps. Ces abacs-là vont donner une distance, d'accord, une distance par rapport au type d'obus, et vont donner des réglages. C'est des plateaux en général avec des graduations, et on va dire, par exemple, vous mettez au plateau 32, ce qui va correspondre à 1500 mètres par exemple. 1500 mètres avec une courbe. Donc plus on va tirer proche, plus le canon il va falloir qu'il lève. Et donc ça, par contre, ceux qui sont à la pièce, qui sont physiquement ici, n'ont pas autorité pour régler les canons. En revanche, ce qu'on n'a pas monté là, il y a un optique qui existe avec un réticule qui permet de désigner un objectif direct, pour faire un tir direct. Mais là, quand on voit que là sur la route, la voiture là-bas est à peu près 2 km, l'objectif direct, c'est qu'ils sont vraiment pas loin. Hein. Mais c'est déjà arrivé. Hein. Une charge de cavalerie, d'ailleurs, le même moyen d'enlever une position d'artillerie, c'était d'envoyer la cavalerie. Hein. Quand elle est trop près, vous ne pouvez plus faire feu. Hein. Et les artilleurs étaient équipés que de mousquetons de 3 coups. D'où le fait que quand le canon est pris, il fallait le détruire. Et c'est pour ça que les Allemands envoyaient la cavalerie, parce qu'ils essayaient de récupérer les canons. Parce qu'une fois que vous avez tué les servants, il n'y a plus qu'à chercher les chevaux et les raccrocher. Ok. Non mais c'est très intéressant. Oui, si on voit très bien. Bon bah je suis là encore. Hein. C'est parce que vous avez tout déréglé. Oui. As you see, hein, there is no shell. We're just waiting for my gunner. Okay, for the cannon, 2 people are diagonally sit over each side of the barrel. Here is the puller, and here is the guys for setting the barrel, and me for ammunition carrier. Okay, everyone is ready? On my command, fire! C'est fort, hein? En chocolat. So as you can see, the barrel going out, so back, the system for pulling forward that it works. As you see, only the barrel moves. Et vous êtes monsieur Courrier, donc au président de l'association Mémoire de la Grande Guerre, localisée à Soissons. Avenue de Château-Thierry. Avenue de Château-Thierry. Et on peut vous joindre sur un site. Alors sur la page Facebook de l'association, donc on est Mémoire de la Grande Guerre au singulier. Le plus facile c'est facebook.com/mdlgg pour Mémoire de la Grande Guerre. Il y a aussi un site internet qui fait référence à cette page Facebook, mémoiredelagrandguerre.com. Voilà, vous trouverez tous les renseignements, des photos. On s'attache depuis 2014 à publier tous les jours l'événement qui s'est produit 100 ans en arrière, jour pour jour. Si c'est pas publié, c'est qu'en général on est de sortie. Très bien. Moi, je vous remercie beaucoup. Merci monsieur. Entre les deux, le percutant c'est facile, hein, il explose quand il percute. Le fusant, le but c'est de le faire exploser quand il est en l'air. Pourquoi, quel est l'intérêt de faire exploser un obus en l'air? Ouais. Ça, tous les morceaux ils retombent. Alors, c'est exactement pour ça, effectivement.